Bonjour, je suis Claude Elendil et nous sommes le 15 avril 2018. On évoque de plus en plus le possible déclenchement d'une troisième guerre mondiale et on a raison, car c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Mais que personne ne se précipite déjà en direction de l'abri anti-atomique le plus proche, car ce n'est pas pour tout de suite, et ce même si nous venons d'assister à une première frappe occidentale contre la Syrie. Pourquoi allons-nous devoir un peu attendre? Parce que plusieurs signes et phénomènes prophétisés n'ont pas encore eu lieu, parce que plusieurs éléments comme les faillites et les guerres civiles sont censés débuter auparavant, mais également parce que nous devons assister à une montée en puissance de l'actuel conflit moyen-oriental. À cet égard, il se passe quelque chose de très instructif. Cette chose est la mention prophétisée de deux fronts majeurs lors du prochain conflit mondial, l'un russe, l'autre moyen-oriental. Tous deux étaient jusqu'à récemment difficiles à concilier. Quel était le lien? Pourquoi ces confrontations simultanées? Quel devait être le contexte? Les pièces de l'actuel échiquier nous permettent de comprendre qu'il s'agit d'un seul et même front, et que la dégradation moyen-orientale doit exercer un effet miroir sur le front occidental. En d'autres termes, la confrontation qui grandit en Syrie, entre l'Occident et la Russie, doit conditionner au moins en partie, car d'autres chantiers, comme l'Ukraine et les Balkans, vont aussi avoir leur rôle à jouer, des événements infiniment plus graves entre Est et Ouest, pour aboutir à l'offensive des divisions russes en direction de l'Ouest. Alois Erlmeyer annonça ceci: « La guerre va démarrer chez les Arabes et les Juifs, mais elle ne s'étendra que le jour où le troisième combattant pour la paix aura été assassiné. » C'est un signe. Le conflit naîtra chez les Juifs et les Arabes, répète-t-il. Une nouvelle guerre au Moyen-Orient, annonce-t-il. D'immenses flammes toxiques vont obscurcir le ciel, des forces navales combattront en Méditerranée. Il est bon de rappeler que ces prophéties ont été faites dans les années 1940-1950. Alors tout ceci signifie que le conflit actuel, dû aux innombrables déstabilisations des 20 ans de guerre occidentaux, doit s'étendre à Israël. N'oublions pas qu'Israël aura toujours un rôle messianique et eschatologique central. Même si nous n'en percevons pas encore les premiers feux, il existe plusieurs indices annonciateurs. Pour l'heure, si Alois Erlmeyer nous décrit une invasion éclair russe, il est nécessaire que le climat se détériore préalablement, et ce de manière beaucoup plus significative qu'actuellement. La Russie ne décidera pas de lancer ses divisions en direction de l'Europe sur un simple coup de tête. Tout ça va être réfléchi, tout ceci sera la résultante d'enchaînements de plus en plus significatifs et dramatiques. Si les détails nous échappent toujours, nous avons désormais le plan d'ensemble. Des événements à la fois graves et répétés, des violations vraies ou fausses, de nombreuses accusations suivies de provocations, des attentats sous faux drapeau, des actes abominables, afin de manipuler l'opinion et de créer un effet de levier politique et militaire. C'est l'exemple même de la provocation de Gulitz du 31 août 1939 qui déclencha l'invasion de la Pologne. Si dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes, et cette recette est éprouvée. Entre mensonges, trahison, faillite, immoralité et apostasie, l'Occident n'a plus aucun crédit. C'est précisément parce que ces jours sont comptés et qu'elle ne veut pas disparaître en tant que nation et autorité mondiale que l'Amérique est de plus en plus pressée d'imposer sa vision politique et son mode de vie à tous par la force brute. Elle sent déjà le sol se dérober sous le poids de ses dettes et de sa propre corruption, et elle doit se hâter de tirer sa dernière salve. Ce diagnostic du barreau d'honneur avant le naufrage est aussi valable pour l'Europe de l'Ouest. Lorsque Chaos 2017-2033, mon dernier livre, est sorti l'année dernière, il n'était pas question de donner les dates du prochain conflit mondial, mais de cerner celle du chaos qui doit accompagner la période des faillites, des guerres civiles et du troisième conflit mondial. Nous nous approchons à grands pas de ces événements, et les répits entre les tempêtes sont appelés à se réduire. À présent, à chacun de déterminer s'il fait confiance aux prophéties chrétiennes qui traitent de ce sujet ou pas. Si l'on croit que les textes prophétiques relatifs au troisième conflit mondial sont bons et véritables, on ne peut rejeter négligemment les parties qui précisent les conditions de son déclenchement. Alors si nous voyons s'initier une crise économique d'une gravité extrême, suivie d'une spoliation des comptes des particuliers, d'émeutes, de répression policière ordonnée par un État aux abois, de pénuries persistantes et de rationnement, le tout allumant les premiers feux des conflits civils, nous saurons que l'invasion russe se rapproche. Mais nous n'en sommes pas, encore une fois, là. Quand est censée se produire cette invasion? Difficile à dire. L'analyse d'une extase de Marie-Julie Jahenny laisse envisager le plus fort de la guerre civile française entre 2021 et 2024. Le mot qu'elle utilise est surtout pour désigner cette époque, comme pour suggérer qu'elle débutera avant 2021 et se poursuivra après 2024, mais de manière beaucoup plus atténuée.
S'il est impossible de donner une date précise, mon interprétation d'un extrait de la lettre à Henri II laisse par contre entrevoir une dissolution de l'ONU à la fin de cette année 2018 ou au tout début 2019. À quoi bon faire partie du même club si on n'a plus rien à se dire? Si cela survient, ce ne sera pas nécessairement la date du déclenchement du conflit. Seuls les signes nous donneront le tempo. Maintenant, il y a un autre chantier, c'est celui de la Russie. Si l'actualité nous montre un seul et même front avec la Russie en ligne de mire, il n'y a rien de surprenant que cette dernière soit la cible de toutes les accusations. Accuser celui que l'on désigne comme ennemi des crimes les plus abominables et le déshumaniser, le nommer animal et monstre pour justifier son élimination est devenu la norme. Alors, haro sur la Syrie, mais aussi par la bande sur la Russie. Attentat contre l'espion Sergei Viktorovitch Skripal, empoisonnement au Novichok, poisson censé être l'apanage des services secrets russes, population syrienne supposément gazée, piratage informatique, ingérence politique, espionnage, etc., etc. La Russie est devenue à l'origine de tous les maux de la Terre, et on se demande même si Karin n'était pas russe. N'en jetez plus, la cour est pleine, tout ceci caractérise notre grotesque époque de mensonges et de contrefaçons qui, tout en dénonçant les fake news de quelques blogueurs, permet aux États de jouer avec l'émotion des populations pour leur faire avaler n'importe quoi. Tout comme Colin Powell et son flacon d'anthrax, de l'authentique poudre de perlimpinpin, les récentes photos en couleur d'enfants syriens gazés les rejoignent pour susciter l'émotion et masser les foules derrière leur gouvernement. Mais la mayonnaise prend mal. C'est ce même cirque, fait d'accusations gratuites, de photos floues et de bouts de ficelle auxquels nous assistons aujourd'hui. Ces accusations loufoques de gazage et d'empoisonnement, pondues par des communicants tordus et malfaisants, brossent le portrait de services secrets russes qui s'empressent de signer leurs méfaits et d'une armée syrienne qui n'a de cesse de provoquer la communauté internationale pour être bombardée. Tout ceci ferait rire un cheval de bois si ces premiers bombardements décidés sans l'accord de l'ONU et en l'absence de la moindre enquête ne prouvaient que nous faisons face à une volonté farouche de fabriquer une fausse vérité afin de déclencher un véritable conflit majeur. Lorsqu'Emmanuel Macron, prenant ses faux airs de Jean-Louis Trintignant, affirme qu'il détient des preuves de la culpabilité de la Syrie, il ment. Mais que peut-on attendre d'un politique, surtout si celui-ci était diagnostiqué comme psychopathe? Comme disait en son temps le gentil Joseph Goebbels, plus le mensonge est gros et plus il passe. Revenons à présent sur Terre et posons-nous la question essentielle, cui bono? À qui profite le crime? La piste islamiste est la plus vraisemblable, car les djihadistes ont pleinement conscience que la Syrie ne pourra tomber dans leurs mains qu'avec une intervention américaine. L'autre entité aussi active que discrète est Israël. À travers des infiltrations et des ramifications aussi obscures que tortueuses, la main d'Israël pourrait également transparaître en Syrie, car ce gazage de population civile est précisément intervenu quelques jours à peine après que les USA aient annoncé leur retrait de Syrie. Le 30 mars 2018, Donald Trump n'avait-il pas annoncé que les Américains allaient quitter les Syries très vite? L'opportun gazage avait visiblement pour but de maintenir les forces américaines dans la région, mais d'inciter également ces dernières à passer la surmultiplier. Jusqu'à présent, ce plan fonctionne à merveille. Tout ceci signifie que des personnes ne veulent à aucun prix du retrait américain. Si l'État islamique est loin d'être vaincu, prospère sur le chaos et l'affaiblissement des États, Israël a également besoin des Américains pour crever ces abcès que sont ses nombreux ennemis régionaux, Iran en tête de liste. Israël a besoin d'un Occident belliqueux pour contrebalancer les métastases de l'islamisme. D'influents groupes de pression américains néoconservateurs pensent également qu'une victoire totale ne pourra être obtenue que par un conflit majeur et soutiennent activement cette vision. Sans compter certains groupes évangélistes messianiques américains qui travaillent au établissement complet d'Israël, incluant la reconstruction du troisième temple, et s'imaginant ainsi préparer le retour de Jésus-Christ. C'est un chaudron de sorcières dans lequel nous mijotons, bien malgré nous, et d'où nous ne pouvons que constater notre impuissance. Le messianisme juif est un mouvement de fond que les laïcards sont incapables de comprendre, tout comme le terme de tikkun olam. Alors qu'est-ce que le tikkun olam? La réparation du monde, ou tikkun olam, est un principe kabbalistique qui énonce un monde distordu, perdu par la corruption et voué à l'autodestruction s'il n'est pas réparé, entre guillemets, par le peuple élu. Le peuple élu, bien sûr, c'est le peuple juif. Si les prophéties juives annoncent qu'Édom doit tomber pour que le Mashiach puisse apparaître, Édom, c'est l'Europe, et plus particulièrement la religion catholique, on comprend bien la bienveillance de certains milieux juifs concernant la décadence et la destruction de l'Europe, et plus particulièrement celles qui sont à l'œuvre au Vatican, centre de la chrétienté mondiale. Israël se perçoit comme le peuple prêtre et n'a jamais tant attendu son Mashiach, son Messie,
Comme celui-ci tarde un peu, les élites juives ont décidé de relever leurs manches et de faire le boulot à sa place, des fois que ça le ferait venir. Les menaces qui grandissent à l'encontre d'Israël et sa vision messianique, qui doit aboutir à la soumission de toutes les nations, lui murmurent que les temps sont venus. Beaucoup s'impatientent. Dans cette perspective, Israël a tout intérêt à jeter de l'huile sur le feu pour pousser l'Occident vers une grande guerre au Moyen-Orient. Car beaucoup de Juifs, parmi les plus influents, sont persuadés que ce n'est qu'à ce prix, incluant la destruction d'Édom, l'Europe et la chrétienté, que les prophéties juives se réaliseront enfin. Si ce peuple méprise le plus souvent les prophéties chrétiennes, le fait que Marie-Julie annonce de grands malheurs pour Jérusalem et que Nostradamus décrive un conflit lié à l'effondrement d'un grand mur, selon toute vraisemblance le mur de sécurité de Jérusalem, ne les incite cependant pas à la plus élémentaire prudence. La conviction de nombre de Juifs est que le salut messianique a besoin d'une grande guerre pour anéantir Ishmaël, autrement dit l'islam. En attendant que tout cela survienne, observons et souvenons-nous du conflit avec la Corée du Nord. Celui-ci semblait encore imminent voici quelques mois, mais qui en parle aujourd'hui? Au contraire, tout va bien. Donald Trump et Kim Jong-un s'embrassent et se serrent la main, mais selon toute vraisemblance, cela ne va pas durer. Tous deux sont des personnes extrêmement instables, et cet accord de paix ne devrait pas tenir très longtemps. Lors de ces rumeurs de guerre entre l'Amérique et la Corée du Nord, je n'avais à l'époque aucune correspondance à ce sujet, mais rien n'affirme que ce conflit ne sera pas noyé dans la prochaine guerre globale. Une nouvelle fois, nous connaissons les tenants et les aboutissants, mais le cheminement demeure dans l'obscurité, une obscurité qui tente à se dissiper à mesure que les événements approchent. Les frappes américaines, anglaises et françaises qui ont été menées à l'encontre de la Russie ne sont qu'une étincelle d'un processus mortel qui nous entraîne dans son sillage. Léon Blois attendait les Cosaques et le Saint-Esprit, où qu'ils soient, qu'ils se réjouissent, car les deux arrivent à grands pas. À bientôt.